J'ai enfoncé le couteau dans la chair molle de son ventre avec une précision chirurgicale, sentant le sang chaud couler sur mes doigts gantés comme une absolution tardive. Ce n'était pas de la rage, non. C'était une symphonie de justice, jouée sur les cordes d'une trahison qui remontait à des années, enfouie sous les rires fins et les regards condescendants de ma belle-sœur, Élise. Et tandis que son corps s'affaissait contre le mur de pierre froide de notre vieille maison de famille à Montmartre, j'ai murmuré « Ta maison de rêve, Élise ? Elle est à moi maintenant. Payée avec tes mensonges. » Paris, cette ville des lumières éternelles et des ombres voraces, avait toujours été mon refuge et ma prison. Né dans les ruelles étroites du Marais, j'avais grandi au rythme des klaxons impatients et des odeurs de baguettes fraîches mêlées à l'égout. Mon nom est Claire Duval, et si vous me connaissiez, vous diriez que je suis une femme ordinaire, une libraire de 35 ans, aux cheveux châtains attachés en chignon négligé, aux yeux verts qui trahissent trop souvent mes tempêtes intérieures. Mais sous cette façade, il y a un volcan endormi, nourri par une trahison si profonde qu'elle a remodelé mon âme comme la Seine-Hérode ses berges. Tout a commencé il y a 10 ans, lors d'un dîner familial dans notre maison ancestrale du 18e arrondissement. La bâtisse, un hôtel particulier du 19e siècle aux murs couverts de lierre et aux parquets qui grincent comme des confessions, appartenait à mes beaux-parents, Henri et Marguerite Duval. Mon mari, Laurent, était leur fils aîné, un architecte talentueux mais volage, au sourire charmeur qui masquait un cœur de pierre. Et puis il y avait Élise, la cadette, ma belle-sœur, cette vipère aux lèvres carmin et aux yeux bleus comme l'acier trempé. Elle avait épousé mon beau-frère, Thomas, un banquier ambitieux qui collectionnait les dettes comme d'autres les timbres. Ce soir-là, autour de la table massive en chêne, sous le lustre en cristal qui diffusait une lumière jaunâtre comme un halo de mensonges, Élise avait ri. Pas un rire joyeux, non, un ricanement acide qui s'était insinué dans mes veines comme du vitriol. J'étais enceinte de 6 mois de notre premier enfant, et Laurent, déjà ivre de vin rouge bordelais, avait posé sa main sur ma cuisse sous la nappe, un geste possessif qui me faisait frissonner de dégoût. « Regardez Claire », avait lancé Élise en sirotant son champagne, elle qui croyait que le mariage était un conte de fées. Et maintenant, elle porte l'héritier Duval, comme si ça effaçait ses origines modestes. Ces mots avaient plané dans l'air, lourds de sous-entendus. Mes origines, fille d'une couturière immigrée d'Algérie et d'un ouvrier mécanicien, j'avais gravi les échelons par mes propres moyens, un diplôme de littérature en poche, pour épouser Laurent et entrer dans cette famille qui puait l'arrogance bourgeoise. Henri, le patriarche, avait hoché la tête avec un sourire indulgent, tandis que Marguerite tripotait son collier de perles, évitant mon regard. Thomas, le mari d'Élise, avait éclaté de rire, un aboiement vulgaire qui avait fait teinter les verres. Laurent, il n'avait rien dit, se contentant de serrer ma main un peu trop fort, comme pour m'ancrer dans son silence complice. J'avais souri, avalé ma bile, et répondu d'une voix douce, « Les contes ont des fins heureuses, Élise. Ou des morales cruelles. On verra bien. » Mais intérieurement, une graine avait été plantée. La première fissure dans le marbre de ma patience. Les mois suivants ont été un tourbillon de nausées et de doutes. Notre fille, Sophie, est née un matin pluvieux de novembre, dans une clinique privée du 16e, où les sages-femmes parlaient avec l'accent guindé des quartiers chics. Laurent était aux anges, du moins en surface. Il couvrait Sophie de cadeaux extravagants, des robes en soie de chez Hermès, comme pour compenser son absence chronique. Et Élise, elle venait nous voir, les bras chargés de fleurs fanées et de compliments empoisonnés. « Oh, Claire, tu as l'air si maternelle. Ça te va bien, ce rôle de femme au foyer. Thomas et moi, on voyage, on vit. Toi, au moins, tu as ta petite bulle. » Chaque visite était une piqûre d'abeille, un rappel que je n'étais pas à ma place dans ce monde de galas et de vacances en Provence. Mais le vrai poison a commencé à suinter quand j'ai découvert le secret. C'était un soir d'hiver, 2 ans après la naissance de Sophie. Laurent rentrait tard, comme toujours, sentant le parfum bon marché et le whisky. J'avais fouillé son téléphone par désespoir, et là, dans les messages effacés à la va-vite, j'ai vu les échanges avec Élise. Pas des mots d'amour innocents entre frères et sœurs, non. Des rendez-vous dans des hôtels discrets du quartier latin, des photos volées où leurs corps s'entremêlaient comme des serpents dans l'ombre. « Elle ne se doute de rien », écrivait Laurent. « Et toi, tu es si vivante, si libre. » Élise répondait, « Laisse-la gamberger dans sa librairie poussiéreuse. On a notre petit secret. » La trahison m'a frappé comme un coup de poignard dans le dos. Mon frère, ma sœur, non, pire, la chair de ma chair, souillée par leurs ébats incestueux. J'ai vomi dans l'évier de la cuisine, les mains tremblantes, tandis que Paris hurlait ses sirènes au dehors. Mais je n'ai rien dit. Pas encore. J'ai rangé le téléphone, essuyé mes larmes et attendu. Car en France, la vengeance n'est pas un cri. C'est un vin millésimé qui mûrit dans les caves sombres avant d'être servi froid. Les années ont passé comme un brouillard ouaté.
Sophie grandissait, une petite fille aux boucles brunes et aux yeux de son père, mais avec ma détermination farouche. J'ai repris mon travail à la librairie Les Mots Oubliés, rue de Rivoli, où les clients venaient pour des classiques jaunis et repartaient avec des fantômes dans la tête. Laurent et Élise continuaient leur danse macabre, des escapades à Deauville ou à Cannes, tandis que Thomas, l'idiot utile, payait les factures sans se douter de rien. Et moi, j'ai commencé à tisser ma toile. Le premier fil, l'argent. Henri et Marguerite, vieillissant, parlaient souvent de l'héritage. La maison de Montmartre, cette perle sur la colline sacrée, valait des millions. Elle ira à mes fils, déclarait Henri lors de ses crises de gouttes, un verre de cognac à la main. Mais Élise, ambitieuse comme une louve, murmurait à mon oreille. Imagine, Claire, si on la rénovait ensemble. Thomas a des idées folles. Une piscine intérieure, un ascenseur en verre. Ce serait notre maison de rêve. Elle riait, ignorant que j'avais déjà consulté un notaire discret, un vieil ami de la famille maternelle, pour explorer les failles du testament. Le deuxième fil, le crime. Non, pas le mien, pas encore. C'était Thomas qui avait franchi la ligne. En 2018, lors d'une soirée arrosée au Moulin Rouge, il avait percuté un piéton ivre sur les Champs-Élysées. L'homme, un SDF d'origine maghrébine comme ma mère, était mort sur le coup. Thomas, paniqué, avait appelé Laurent. Et Laurent, se lâche, m'avait appelé moi. Claire, il faut que tu prennes la faute. Ton frère est fragile, Élise le quitterait. Et pour la famille. J'avais 28 ans, une réputation intacte, et j'ai dit oui. J'ai inventé une histoire. J'avais emprunté la voiture de Thomas pour une course nocturne, ivre de chagrin après une dispute conjugale. Le juge, ému par ma confession émouvante, m'a condamné à 2 ans avec sursis et une amende salée. Élise m'avait serré dans ses bras lors de l'audience. « Tu es si courageuse, Claire. On ne t'oubliera pas », mais dans ses yeux, j'avais vu le mépris, la petite immigrée qui paie pour les riches. Depuis, elle se moquait ouvertement. Lors des repas de Noël, elle glissait « Attention à la route, Claire. Tu sais ce qui arrive aux conductrices imprudentes. » Thomas riait jaune, Laurent détournait les yeux. Sophie, à 8 ans, me demandait pourquoi maman avait fait une bêtise. Et moi, je souriais, accumulant chaque insulte comme des cartouches dans un chargeur. Le printemps 2023 a apporté avec lui un vent de changement, ou plutôt une bourrasque qui a balayé les illusions restantes. Henri est mort d'une attaque cardiaque lors d'une partie de bridge au cercle de l'Union interalliée, laissant derrière lui un testament rédigé à la hâte. Marguerite, brisée, m'a appelé un matin de mai, sa voix chevrotante filtrant à travers le combiné comme un vinyle rayé. Claire, ma chérie, Henri a tout légué à Laurent et Thomas. La maison, les comptes, tout. Élise est furieuse. Elle voulait la rénover pour en faire un havre. Mais c'est au garçon. J'ai feint la surprise, tout en sachant la vérité. J'avais payé un clerc de notaire véreux, un secret de plus dans mon arsenal, pour falsifier une clause additionnelle. Non, pas falsifier, influencer. Henri, dans ses derniers jours confus, avait signé un avenant sous mon influence subtile, lors d'une visite où je lui avais apporté des macarons de chez Ladurée et des histoires de Provence pour apaiser sa douleur. La maison doit rester dans la famille élargie, avait-il marmonné, et j'avais guidé sa plume. 50% à Laurent, 50% à moi, en tant que gardienne du foyer. Élise et Thomas héritaient des liquidités, mais la pierre, ce bastion de Montmartre avec sa vue sur la basilique du Sacré-Cœur, m'appartenait désormais en partie au culte. Laurent a découvert la nouvelle lors de la lecture officielle, dans le bureau lambrissé du notaire, place Vendôme. Son visage s'est décomposé comme un masque de carnaval mouillé. Comment? Claire, tu. J'ai haussé les épaules, les yeux baissés sur mes mains croisées, feignant l'innocence. Henri voulait protéger Sophie. Et moi, j'étais là pour lui. Élise a bondi de sa chaise, ses ongles manucurés s'enfonçant dans les accoudoirs. C'est absurde. Cette maison est à nous, à Thomas et moi. On en a rêvé pendant des années. Les rénovations, les dîners sur la terrasse avec vue sur la Seine. Tu n'es qu'une usurpatrice, Claire. Une petite libraire qui joue les veuves noires. Ces mots ont ricoché dans la pièce comme des balles, et pour la première fois, j'ai vu la peur dans ses yeux bleus. Marguerite a pleuré, Thomas a balbutié des protestations, mais le notaire, impassible comme un sphinx, a scellé le sort. La maison était indivise, mais mon droit de préemption me permettait de racheter les parts à un prix modéré. Les mois suivants ont été un ballet de tension, un opéra bouffe teinté de venin. Laurent et moi avons emménagé officiellement, prétextant des travaux pour Élise et Thomas qui attendaient leur tour. Mais Élise ne lâchait pas. Elle harcelait les avocats, organisait des dîners conspirationnistes où elle me dépeignait comme une sorcière algérienne assoiffée de pouvoir. Elle a ensorcelé papa, je vous le dis.
clamait-elle à qui voulait l'entendre, lors de tes mondains dans les salons haussmanniens du 8e. Et moi? Je riais poliment, servant du thé à la menthe comme ma mère l'aurait fait, tout en notant chaque insulte dans un carnet relié cuir, caché sous mon matelas. Sophie, maintenant 10 ans, sentait la tempête. « Maman, pourquoi tata Élise te déteste ?» me demandait-elle un soir, alors que nous marchions le long de la Seine, les lumières des ponts dansant sur l'eau comme des promesses brisées. Je m'agenouillais, caressais sa joue. Parce que les gens ont peur de ce qu'ils ne contrôlent pas, ma chérie. Mais souviens-toi, la vérité est une clé qui ouvre toutes les portes. Elle hochait la tête, innocente, ignorant que sa tante et son oncle étaient les architectes de ma chute. La vengeance a pris forme lors d'un été étouffant, en juillet 2024. Élise et Thomas, obsédés par leur maison de rêve, avaient lancé un projet fou, transformer une partie de la demeure en Airbnb de luxe, avec des thèmes bohème chic et des tarifs exorbitants pour les touristes japonais. Ils avaient investi des fortunes, emprunté à des banques complices, sans mon aval. J'ai découvert les plans un matin, en fouillant les tiroirs de Laurent pendant qu'il dormait, sa respiration lourde imprégnée d'adultère. Des rangs du 3 démontraient une piscine à débordement sur le toit, effaçant les jardins secrets de Marguerite. Et au bas de chaque page, la signature d'Élise, avec une note manuscrite, « À nous, enfin. Claire paiera pour son audace. » J'ai souri pour la première fois depuis des lustres. Il était temps de contre-attaquer. J'ai contacté un entrepreneur véreux du Sentier, un ancien client de la librairie qui dealait plus en béton qu'en livres. Saboter les fondations, lui ai-je glissé lors d'un rendez-vous dans un café anonyme de Belleville. Faites en sorte que ça ressemble à un vice de construction. Et je paierai en cash. Il a ri, montrant ses dents en or. Pour vous, Madame Duval, ce sera un plaisir. Ces bourgeois se croient invincibles. Les travaux ont commencé en août, sous un soleil impitoyable qui faisait miroiter les coupoles de Paris comme des mirages. Élise supervisait tout, perchée sur des échafaudages en talons aiguilles, aboyant des ordres à des ouvriers polonais. Thomas gérait les finances, signant des chèques comme si l'argent poussait aux arbres. Laurent, complice muet, évitait mon regard lors des repas familiaux tendus. Et moi, j'étais l'ombre. Je venais visiter, apportant des sandwichs et des sourires, tout en glissant des enveloppes discrètes à l'entrepreneur. Le premier incident a eu lieu mi-septembre, un effondrement partiel du mur ouest, qui a englouti des outils et failli emporter un ouvrier. Élise a hurlé, accusant les fantômes de la maison. Thomas a blâmé les matériaux bon marché. La police est venue, a enquêté vaguement en France, les affaires familiales se noient dans la bureaucratie comme du camembert dans le vin. Mais les coûts ont explosé, et leurs dettes ont commencé à s'accumuler comme des nuages d'orage. Pourtant, Élise ne pliait pas. Lors d'un gala de charité au Louvre, elle m'a accosté près des statues grecques, son verre de chardonnay tremblant dans sa main. « Tu crois que tu as gagné, Claire ? Cette maison est ma destinée. Je la veux, et je l'aurai. Même si je dois te briser les os un par un. » Ses yeux brillaient d'une folie calculée, et pour la première fois, j'ai vu la faille. La peur de perdre, cette même peur qu'il avait poussée dans les bras de Laurent. J'ai levé mon verre, un sourire de Mona Lisa aux lèvres. Les os cassés guérissent, Élise. Mais les secrets, ils pourrissent de l'intérieur. Ce soir-là, rentrant seul par le métro, j'ai ressenti le premier frisson de triomphe. Mais la vengeance, comme le bon vin français, exige de la patience. Et la mienne n'était qu'à moitié fermentée. L'automne 2024 a enveloppé Paris d'un manteau de feuilles mortes et de regrets, transformant les boulevards en allées de fantômes. La maison de Montmartre, cette sentinelle juchée sur la colline, semblait elle-même conspirer avec moi. Ses murs transpiraient l'humidité comme des aveux, et les nuits résonnaient d'échos invisibles, peut-être les pas de Henri errant dans les couloirs. Sophie, sensible comme une antenne, se plaignait de cauchemars. J'entends tata Élise crier « Maman ». Elle dit que la maison la déteste. Je la berçais, chantonnant une berceuse alsacienne que ma mère m'avait apprise, tout en sachant que les cris étaient bien réels. Ceux d'Élise, qui hurlait au téléphone contre les banquiers, ces amis du monde financier qui rappelaient les prêts. Laurent, ce serpent lové dans son propre venin, a tenté de me confronter un soir de novembre, alors que la pluie martelait les vitraux restaurés. Nous étions dans la bibliothèque, entourés de reliures en cuir craquelé et d'odeurs de papier moisi, mon sanctuaire personnel, où j'échappais à ses caresses forcées. « Claire, arrête ça. Élise est au bord du gouffre. Les travaux sont un désastre. Thomas parle de faillite. Et toi, tu sais pour nous, n'est-ce pas ?» Ces yeux que j'avais aimés autrefois, suppliaient maintenant. J'ai fermé mon livre, Les liaisons dangereuses, ironie du sort, et les regardai fixement. Pour nous, il n'y a plus de nous, Laurent. Il y a eu toi et elle, pendant que je portais ton enfant et que je payais pour les péchés de ton frère. Et maintenant,
La maison, elle est à moi. Gagnée à la sueur de mes silences. Il a pâli, comme si je l'avais giflé. Tu as saboté les travaux? J'ai ri, un son bas et rauque, comme le gargouillis de la Seine en crue. Saboté? Non, mon amour. J'ai simplement laissé la maison révéler ses vices. Ces vieilles pierres n'aiment pas les intrus. Il s'est approché, main tendue, mais j'ai reculé, attrapant un coupe-papier en ivoire sur le bureau, un souvenir de voyage en Toscane, avant que tout ne pourrisse. Touche-moi, et tu sauras ce que c'est qu'une vraie trahison. Il est parti, claquant la porte, et j'ai entendu sa voiture filer dans la nuit. Le lendemain, Élise a débarqué, seule, ses cheveux blonds en bataille, son maquillage coulant comme des larmes de crocodile. « Claire, s'il te plaît. » Thomas est effondré. Les banques saisissent nos comptes. On va tout perdre. La maison, c'est tout ce qu'il nous reste. Pour la première fois, sa voix tremblait, dépourvue de son venin habituel. Je l'ai fait entrer dans le salon, servi du thé noir sans sucre, amer, comme la vie. Assise face à face, sous le portrait peint d'Henri qui nous toisait d'un œil sévère, elle a craqué. « Je sais que tu nous hais. Pour Laurent, pour l'accident. Thomas t'a forcé à avouer, et on t'en a tous remercié en se moquant. Mais c'était pour protéger la famille. Pour que Sophie ait un avenir. » J'ai siroté mon thé, laissant le silence s'étirer comme une toile d'araignée. Protéger la famille? En couchant avec ton frère? En me laissant pourrir en cours pendant que vous dansiez la java? Non, Élise. C'était pour votre petit confort bourgeois. Et maintenant, la maison de rêve? Elle est mienne. J'ai racheté les parts de Laurent ce matin. Il a signé, brisé. Ses yeux se sont écarquillés, et elle s'est levée d'un bond, renversant la tasse. Le thé a taché le tapis perçant, une tache brune comme du sang séché. Salope, tu vas payer pour ça. Je vais tout révéler, ton rôle dans le sabotage, tes magouilles avec le notaire. J'ai souri, calmement. Révèle ce que tu veux. Mais souviens-toi, j'ai des preuves. Vos messages, vos hôtels. Et l'accident? Thomas a conduit, pas moi. Un témoin anonyme pourrait surgir. C'était un bluff, mais elle a blêmi, reculant vers la porte comme une ombre fuyante. Ce soir-là, j'ai verrouillé les grilles, et pour la première fois, la maison m'a semblé mienne, pas héritée, mais conquise. Mais la tension montait, un crescendo wagnérien vers l'inévitable. Thomas, acculé par les créanciers, a sombré dans l'alcool. Des rumeurs circulaient dans les cafés de Montmartre. Il avait détourné des fonds de sa banque, des petits clients ruinés pour boucher les trous. Élise, désespérée, a tenté une alliance tordue. Elle m'a proposé un marché lors d'une messe à Saint-Pierre de Montmartre, sous les voûtes gothiques qui absorbaient les prières comme des éponges. Partageons, Claire. Toi la moitié, nous l'autre. On rénove ensemble, on loue, on partage les revenus. Pour Sophie, pour la paix. Ses mains tremblaient sur son missel, et j'ai vu le calcul derrière ses yeux larmoyants. Elle gagnerait du temps pour me doubler, pour falsifier des documents ou pire. J'ai refusé, poliment. La paix? Elle n'existe pas dans notre famille, Élise. Seulement la guerre froide. En sortant de l'église, sous un ciel de plomb, j'ai reçu un appel anonyme, une voix déformée, un accent du Sud. Madame Duval, votre entrepreneur parle trop. Il veut plus d'argent, ou il balance tout aux flics. Mon cœur s'est serré. La toile se resserrait autour de moi aussi. Noël approchait, et avec lui, le point de non-retour. Nous avons organisé un dîner familial, tradition Duval, immuable comme la tour Eiffel. La table était dressée avec l'argenterie de Marguerite, dinde rôtie, foie gras de canard, et des bûches glacées au marron. Sophie chantait des cantiques, innocente, tandis que Laurent buvait en silence, Élise picorait nerveusement, et Thomas fixait son assiette comme un condamné. Après le dessert, alors que la neige tombait en flocons paresseux sur les toits de Paris, Élise a explosé. C'est ridicule. Cette maison est à nous. Claire, tu nous as volés, sabotés. Tu es une criminelle, une traîtresse. Elle a jeté son verre contre le mur, le cristal éclatant en mille éclats comme son masque de femme du monde. Thomas a hoché la tête, ivre. Ouais, et l'accident. On sait tous que c'était toi. T'as payé pour rien. Laurent a murmuré, laissez-la. Mais Sophie a pleuré, et c'est là que j'ai craqué. Pas en larmes, non, en vérité. J'ai sorti mon téléphone, projeté sur l'écran mural les messages, les photos floues des hôtels, les relevés bancaires falsifiés pour l'accident. Regardez bien, famille chérie. C'est vous les traîtres. Et la maison? Elle est entièrement mienne maintenant. J'ai racheté vos parts ce matin, avec l'argent de l'assurance vie d'Henri, celle que vous ignoriez. Le silence a été assourdissant,
brisé seulement par le tic-tac de l'horloge comtoise. Élise a pâli, Thomas a vomi dans l'évier, Laurent s'est effondré en sanglots. Comment a-t-elle balbutié. J'ai approché, mon visage à quelques centimètres du sien. Parce que j'ai attendu, Élise. J'ai laissé la trahison fermenter. Et maintenant, votre maison de rêve est mon piège. Demain, vous recevrez les ordres d'expulsion. Joyeux Noël. Le nouvel an 2025 s'est levé sur une ville engourdie par le froid, mais dans la maison de Montmartre, la glace était intérieure, un gel qui rongeait les âmes plus sûrement que le vent sibérien. Après le dîner de Noël, la famille s'était dispersée comme des feuilles mortes. Laurent avait fui chez un ami du 7e, Élise et Thomas dans un hôtel miteux près de Bastille, leurs valises bourrées de vêtements froissés et de rêves brisés. Sophie, confuse, m'avait serré contre elle. « Maman, est-ce que Tata va revenir ?» J'avais menti, pour la première fois depuis longtemps. « Bientôt, ma puce. Tout va s'arranger. » Mais rien ne s'arrangeait. Les journaux du matin titraient sur le scandale. Fraude bancaire au cœur de Paris, un cadre de BNP Paribas mis en examen. Thomas, bien sûr. Les créanciers, flairant le sang, avaient porté plainte, et les photos floues de lui titubant hors d'un casino de Deauville circulaient sur les réseaux sociaux comme un virus. Élise, cette chasseresse invétérée, s'était muée en proie. Elle appelait sans cesse, des messages vocaux larmoyants où elle suppliait, menaçait, promettait. « Claire, je sais pour l'entrepreneur. Il m'a contacté. On peut s'arranger. Laisse-nous rester, juste un mois. Pour l'honneur de la famille. » L'honneur. Ce mot me faisait rire, un ricanement amer qui résonnait dans les couloirs vides. J'ai répondu une seule fois, par texto. « L'honneur ? Il est mort avec vos mensonges. Quittez Paris avant que je ne révèle tout au tabloïd. » Mais intérieurement, la tension montait. L'entrepreneur sera, exigé plus, 50 000 €, où il témoignerait contre moi pour sabotage intentionnel. J'ai payé une partie, empruntée à la librairie, des livres vendus à prix d'or pour financer ma chute potentielle. Paris, ville de lumière, cachait bien ses ténèbres. Corruption, chantage, une toile où personne n'est innocent. Laurent est revenu mi-janvier, les traits tirés, une barbe naissante ombrant son menton. Claire, on doit parler. Élise. Elle est enceinte. De Thomas, bien sûr, mais elle veut garder la maison pour l'enfant. J'ai éclaté de rire, un son hystérique qui a fait trembler les vitres. Enceinte? Comme c'est touchant. Et moi, j'ai porté la vôtre, pendant que vous baisiez comme des animaux. Non, Laurent. Sors d'ici. Demain, je change les serrures. Il a supplié, à genoux sur le parquet ciré, mais j'ai tenu bon. Le lendemain, un serrurier est venu, et avec lui, la police. Élise avait porté plainte pour expulsion illégale. L'interrogatoire au commissariat du 18e a été un cirque kafkaïen. Des flics blasés sirotant du café froid, des formulaires jaunis par les ans. Madame Duval, votre belle-sœur affirme que vous l'avez spoliée. Preuve. J'ai sorti le dossier. Testament, contrat, relevé. Et pour la cerise, une clé USB avec les preuves de l'adultère et de la fraude de Thomas. L'inspecteur, un moustachu à l'ancienne, a haussé les sourcils. C'est moche, tout ça. Mais légalement, la maison est à vous. Sauf si. Sabotage? J'ai nié, les yeux dans les yeux, et il a haussé les épaules. En France, les familles se dévorent entre elles sans que la loi n'intervienne trop. Libéré, je suis rentré sous un ciel d'ardoise, mais la maison me semblait plus lourde, imprégnée des échos de leur présence. Sophie dessinait des maisons en feu, murmurant « Pourquoi tout brûle, maman ?» Je l'ai emmenée en Provence pour un week-end, chez une tante lointaine, pour respirer l'air du lavande et oublier. Mais le téléphone sonnait, Élise, encore. Rendez-vous ce soir, au Pont des Arts. Seul. Où je balance tout sur les réseaux. Le Pont des Arts, ce pont des cadenas d'amour, était désert sous la lune voilée. Élise attendait, emmitouflée dans un manteau de cachemire, son ventre à peine arrondi sous le tissu. Claire, écoute. Je ne veux plus la guerre. Thomas est en tôle provisoire, Laurent est un fantôme. Laisse-moi la maison. Je signe tout ce que tu veux. Pour le bébé. Ses yeux, rougis par les larmes, cherchaient une faille en moi. J'ai hésité. Un instant, une seconde de pitié pour cette femme brisée, miroir déformé de moi-même. Et l'enfant? Il grandira dans le mensonge, comme Sophie? Elle a secoué la tête. Non. Je changerai. Je te jure. C'était le moment. La haute tension, le fil tendu au-dessus du vide. J'ai sorti de mon sac une enveloppe, les preuves complètes, y compris une confession enregistrée de l'entrepreneur, achetée à prix d'or. Signe ça, Élise. Renonciation totale à la maison et silence éternel.
où je dépose tout au procureur. Ton frère en prison, ton mari en sursis, et toi. Une mère célibataire traînée dans la boue. Elle a signé, les mains tremblantes, et s'est effondrée en sanglots. Tu es un monstre, Claire. J'ai ramassé le papier, plié avec soin. Non, je suis la survivante. Mais en rentrant, un doute m'a assailli, un ver dans la pomme. Était-ce la victoire, ou juste un sursis? Les jours suivants, la maison bruissait de silence accusateurs. Sophie rentrait de l'école avec des murmures. Les copains disent que tata Élise est partie à cause de toi. Laurent appelait, suppliant un pardon que je refusais. Et puis, le 5 février, une lettre, anonyme, postée de Lyon. Vous pensiez avoir gagné? Attendez la twist. Élise. Le cœur battant, j'ai déchiré l'enveloppe. Dedans, une photo, moi, sortant du café de Belleville avec l'entrepreneur, daté et horodaté. Et un mot, rendez-vous au Moulin Rouge, minuit. Où ça part aux médias. La nuit était un manteau noir, piqueté d'étoiles indifférentes. Le Moulin Rouge, avec ses néons rouges qui saignaient sur la rue Pigalle, puait la sueur et les regrets. Élise était là, seule, un verre de absinthe à la main, son ventre proéminent comme un défi. Surprise, Claire. J'ai toujours un atout. Thomas a parlé avant d'entrer en garde à vue. Le sabotage, c'est toi. Et maintenant, je veux la moitié de la maison, ou scandale public. Son sourire était revenu, tordu, victorieux. J'ai senti la rage monter, une marée rouge. Tu portes la vie, Élise. Et tu joues à ça? Elle a ri, un son cristallin et cruel. La vie, c'est un pion, comme Sophie l'était pour toi. Signe, où je crie. Les danseuses du cabaret passaient en arrière-plan, plumes et strass masquant leur peine. J'ai approché, la main dans la poche de mon manteau, serrant le manche du couteau, celui de la cuisine, aiguisé ce matin-là. Non, Élise. C'est fini. Le couteau a glissé dans l'ombre du Moulin Rouge comme une lame de guillotine sous la Révolution, précis, impitoyable. Élise n'a pas crié, juste un hoquet étouffé, ses yeux bleus s'écarquillant en une révélation muette. La trahison ultime, la mienne. Son corps s'est affaissé contre le mur tagué de la ruelle adjacente, le sang se mêlant aux flaques d'eau de pluie, formant des ruisseaux écarlates qui serpentaient vers l'égout. J'ai essuyé la lame sur son écharpe de soie, murmuré, pour tous les rires, pour tous les mensonges. La maison est mienne, et ton secret avec. Puis j'ai fui, fondu dans la nuit parisienne, le cœur battant au rythme des accordéons lointains. Les jours suivants ont été un kaléidoscope de chaos contrôlé. La nouvelle a éclaté comme une bombe, meurtre au cœur de Pigalle, une femme enceinte abattue. Les journaux, du Figaro à Libération, titraient en majuscules grasses, spéculant sur un amant jaloux ou un règlement de compte mafieux. Élise, la bourgeoise parfaite, devenait un mystère sordide, son ventre arrondi un symbole poignant qui divisait l'opinion, une mère innocente. Pleuraient les féministes sur Twitter. Une intrigante ruinée par ses dettes, ricanaient les éditorialistes conservateurs. Thomas, libéré sous caution grâce à des avocats zélés, jurait vengeance sans cible précise. Laurent, effondré, m'appelait en pleurs. « C'est toi? Mon Dieu, Claire. » Je niais, d'une voix brisée. « Comment oses-tu? C'était ta sœur, ton amante. Trouve un autre bouc émissaire. » Mais la twist arrivait, celle qui entrait les dîners en ville pendant des mois. Une semaine après, un colis anonyme, une clé USB et une note. Regarde. Et décide. Dedans, une vidéo granuleuse. Élise, dans un café enfumé, passant l'enveloppe photo à un homme encapuchonné. L'entrepreneur, sans doute. Mais Ouman, on voyait son visage. Pas le mien, mais celui de Laurent. Il avait tout orchestré, par jalousie envers Thomas, pour regagner la maison et m'éloigner. Élise n'était qu'un pion dans son jeu final, un sacrifice pour me piéger. La note, elle savait. Et elle t'a tendu le piège. Mais maintenant, tu sais, justice ou silence? J'ai tremblé, le monde vacillant comme un décor de théâtre. Laurent, ce monstre très fin, avait retourné la table. Il avait saboté pour me faire accuser, comptant sur mon tempérament à vif. Élise, enceinte non pas de Thomas, mais peut-être de lui, un inceste doublé d'un enfant maudit. Le scandale aurait dû me détruire, mais au lieu, il m'offrait la liberté absolue. J'ai effacé la vidéo, brûlé la note dans la cheminée de la maison, et attendu. Le procès de Thomas pour fraude a été un cirque médiatique, mais c'est Laurent qui a craqué. Convoqué comme témoin, il s'est effondré en larmes devant le juge, confessant tout, l'adultère, le sabotage, le meurtre. C'était pour elle, pour Claire. Élise nous menaçait tous. Les flashs des photographes ont illuminé la salle comme des éclairs,
Et Paris a basculé, héros ou victime. Les uns me voyaient comme une veuve vengeresse, justifiant l'injustifiable. Les autres, une meurtrière froide, ayant franchi la ligne pour une pierre et du prestige. Sophie, protégée dans un pensionnat en Suisse, m'écrivait « Maman, es-tu un ange ou un démon ?» Les journaux disent les deux. La maison de Montmartre est mienne, désormais. J'y vis seul, avec les échos et les fantômes. Élise riant dans les couloirs, Laurent suppliant aux portes fermées. J'ai rénové, non en luxe tapax en Graveleuil, mais en sanctuaire, une bibliothèque immense, un jardin secret où Sophie viendra un jour. La vengeance a eu un prix, mon âme, peut-être, mais elle m'a libéré. Était-ce justice ou folie? Les dîners parisiens en débattent encore. Certains lèvent leur verre à la reine des ombres, d'autres maudissent la sorcière du Sacré-Cœur. Et moi? Je marche sur la colline au crépuscule, le vent portant les cloches de la basilique, et je souris. Car en France, la vraie tragédie n'est pas la mort, mais l'oubli. Et eux, ils ne seront jamais oubliés. Fin.